Et nous retrouvons dans la baraque à livres Laurence Fontaine qui vient nous présenter son deuxième roman policier entre guillemets, on reviendra là-dessus, L'arme rouge sur Belfast. Nous avons vu qu'il y avait une intrigue tout à fait palpitante, que le livre était bien construit, que des personnages étaient attachants, doubles et attachants. Il y en a certains qui sont plutôt plus franchement noirs, hein. J'en citerai deux, hein. Douglas, le père putatif de... Oh, il est pas... Oui, on le voit pas beaucoup, quoi. On le voit pas beaucoup. Il est en arrière-plan. Il est en arrière-plan. Oui, mais il a un rôle essentiel. Il y a un rôle important, bien sûr. De manière indirecte. De manière indirecte, oui. Mais les méchants ne sont pas forcément ceux, justement, qui commettent des actions violentes. Enfin, ils sont méchants, forcément. Mais l'intention maléfique, je dirais, elle ne vient pas forcément de ceux qui ont l'arme à la main dans ce genre de conflit. Il y a aussi toute une question de complot politique qui est évoquée notamment dans la deuxième partie du récit et qui n'est pas réelle puisque c'est un roman, hein, c'est romancé, mais qui trouve quand même sa base dans une partie des actions qui ont été commises par, pour ne pas les nommer, le MI5, c'est-à-dire les services secrets britanniques. Oui, vous paraissez bien documenté sur ces services secrets. Bon, pas personnellement, mais... Vous avez lu, vous avez cherché... J'ai beaucoup lu sur l'Irlande et sur l'Irlande en guerre, notamment. C'est ce qui est quand même difficile, parce que je ne voulais pas faire un livre ennuyeux sur le sujet, ni trop didactique, mais en même temps, il y a une part historique qu'on ne peut pas édulcorer et qu'il faut exprimer. Mais j'ai essayé de la rendre, entre guillemets, la plus légère possible et la plus digeste, tout en ne sacrifiant pas aux nuances, parce que c'est très facile aussi de tomber dans le manichéisme et de désigner des coupables et des victimes. Or, je voulais que le coupable soit en même temps un peu victime et que l'autre camp soit pas forcément aussi blanc et noir non plus. Donc c'était aussi un peu l'enjeu du roman. Je vais essayer de faire une sorte de roman policier historique qui reprenne un petit peu ces éléments, mais qui ne soit pas... Et je voulais pas non plus incorporer un Français ou une Française dedans, parce qu'il y avait un peu la solution de facilité de raccrocher ça à notre réalité nationale. Et je pensais que pour coller à la réalité irlandaise, ce serait bien de faire un récit qui n'ait pas été écrit précédemment ou qui vraiment entre de plein pied dans des données un petit peu ethnologiques éventuellement. Vous avez fait entrer un Russe plutôt qu'un Français parce que ça se justifiait plus dans le contexte des années 80 et que c'était tout à fait probable qu'il y ait eu ces liens. Je me suis renseignée sur le sujet. Mais c'est ça que je vous demande. C'était beaucoup plus cohérent de replacer un personnage de la perestroïka. C'est que Lorcan soit capable d'apprendre le russe si vite. Là, pareil, enfin, je veux dire, il est très doué, Lorcan. On pouvait choisir un terroriste lambda et le rendre très ordinaire, mais si on veut un personnage de roman qui attire l'attention et qui, soi-même en tant qu'auteur, nous donne envie d'exprimer des choses sur lui, on choisit quelquefois quelqu'un d'un peu exceptionnel. Donc il se trouve que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste, mais qui a des capacités qui peuvent pas être exploitées parce qu'il y a la guerre, etc. Et qui donc... se trouve face à un mur, dans tous les sens du terme, parce qu'il y a aussi un mur sur la couverture, et que c'est souvent les murs, quand on pense à Belfast, on pense souvent aux murs, il se trouve face à un mur de réalité qui lui permettent pas d'exprimer ses capacités, et à travers la lutte armée, il a cette possibilité-là de montrer son côté exceptionnel. Donc il saisit aussi cette chance. C'est à la fois un idéaliste, mais aussi un opportuniste sur ce plan-là. Et en même temps, je vois cette référence au Russe, qui est un agent secret, disons. Mais ça vous permet de donner en fait des références dostoïevskiennes qui sont très importantes. Oui, j'aime beaucoup cet auteur. Donc. Mais là, on sent, ça devient très présent, quoi. Le rapport des personnages avec leur père. Oui, notamment. Vous citez un texte de Karamazov, évidemment, qui dit tout le monde a plus ou moins envie de tuer le père. C'est très significatif de toute cette ambiguïté, de cette enquête sur soi-même, sur ses origines aussi. Oui, il y a une quête des origines qui était intéressante sur le plan littéraire aussi, parce que bon, c'est bien de placer une histoire dans un contexte de guerre, parce que c'est vrai que dans la guerre, vous disiez tout à l'heure quelque chose qui me faisait penser, c'est vrai que nous, on n'a
on vit dans un monde très policé au sens très tranquille, et on n'a plus conscience. Alors c'est vrai que c'est quelquefois plus facile d'en parler dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale parce que ça se rapporte plus à notre réalité de Français, mais il faut voir qu'il y a encore des guerres qui se déroulent, même encore le conflit irlandais n'est pas apaisé du tout. Bien sûr. Et c'est intéressant justement de montrer, peut-être d'avoir un peu une ouverture d'esprit aussi sur d'autres cultures, et de montrer que ces conflits et ces sentiments exacerbés qu'on retrouve dans la période 40-44 en France peuvent encore exister à l'heure actuelle en Irlande du Nord, et que ce genre de personnage, dans notre réalité à nous, il n'existe plus. Mais en fait, Lorcan, par exemple, c'est un personnage afro-romanesque, mais il est également très très humain sur le plan des sentiments et profonde, ça, c'est certain. Voilà, donc c'est pas du tout inopportun en des périodes justement où on se cherche un peu des repères, de s'interroger sur les origines, de s'interroger sur son implication personnelle, de son engagement aussi, que ce soit à la fois politique, spirituel, moral, dans un monde où finalement on nous demande de moins en moins d'être engagé et de plus en plus d'être passif. Les origines de vos personnages sont plus que mythiques que véritablement réelles, quoi. Oui. Ça se termine d'ailleurs sur des images de légende, quoi. Mais la réalité irlandaise a cela de particulier. C'est pour ça qu'elle est passionnante sur le plan, pour un auteur, je veux dire, pour le peu qu'on y mette un peu le regard. C'est une réalité qui est un peu un croisement entre les mythes païens, notamment, la religion, essentiellement catholique, et aussi la vie moderne, la vie actuelle. Donc il y a une espèce de patchwork un petit peu dans la réalité irlandaise qui font de ce peuple vraiment un peuple tout à fait original et différent en Europe, mais avec lequel on va retrouver des ramifications du côté de l'Est, justement, parce qu'il y a justement cette recherche de l'identité qui a été gommée par le communisme, etc., et qui ressurgit et Dostoïevski. Et aussi, oui, bien sûr. Et donc, c'est pas incohérent, justement, qui est un russe dans l'histoire, mais c'est aussi une façon de montrer que l'Europe, c'est pas seulement la France, l'Allemagne, et puis quelques pays aux alentours, mais que près de chez nous, il peut y avoir des pays très, très originaux, très différents. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de proposer, c'est justement une littérature où on peut voir un petit peu des pays et des lieux différents. Voir et s'émouvoir avec, parce que c'est pas. On parle, on a l'impression de donner beaucoup d'idées, mais en fait le texte n'est pas un texte à idées, c'est un texte d'action, d'émotion. Oui, et d'autant que vous l'avez pas signalé, mais je me permets de le signaler. C'est un peu une sorte de road movie, mais qui ne se déroulerait pas. Je sais que vous n'aimez pas les termes anglais, mais il n'y a aucun terme identique en français, mais c'est un voyage, voyage littéraire, puisque c'est un rendu d'ailleurs de l'Irlande qui est remarquable. Voilà, les personnages se déplacent depuis Londres jusqu'à Belfast, et ensuite ils vont se rendre dans un lieu qui est très mythique, Sligo, qui est le lieu des indépendantistes irlandais, enfin le lieu mythique où Yeats, notamment le poète, est décédé. Donc il y a vraiment un parcours du combattant en quelque sorte. Références à Yeats, nombreuses, profondes. Et même des textes de Yeats que vous traduisez d'ailleurs de manière très littérale. Honnêtement, j'ai pris les traductions françaises de Yves Bonnefoy pour ne pas. Mais ce sont d'abord de très bonnes traductions parce que c'est fait par un poète lui-même. Et puis d'autre part, c'est aussi cette poésie, ce poème-là particulièrement, Trois choses, qui m'a inspiré un peu une partie du récit. Donc et puis j'adore la poésie, donc je vois pas pourquoi dans un roman policier il pourrait pas y avoir de poésie non plus. Et la musique s'accorde avec ça d'ailleurs. Tout à fait. Musique, poésie, danse. Enfin, c'est un livre très très vivant de ce point de vue-là aussi, très vivant esthétiquement, quoi. Oui, j'espère en tout cas que le résultat est. Oui, alors on a vu des références à Dostoïevski, à Yeats ou Yeats, je ne sais pas comment on dit. Yeats. Et moi j'ai pensé aussi à Vladimir Volkov. Oui, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Le fait qu'on est à la charnière du policier, de l'espionnage, de la politique. Oui, pour les techniques. Pour les techniques, c'est ça, oui. Mais pas pour les personnages ou l'atmosphère, j'ai pas l'impression. Non, c'est vrai. C'est la technique, le genre, quoi. Mais Dostoïevski aussi est un peu ambigu, parce que Crime et Châtiment, c'est à la fois une histoire policière, mais ce n'est pas une histoire policière. L'essentiel est tout à fait ailleurs. Non, c'est-à-dire que le crime permet de mettre à jour la moralité ou l'immoralité des humains. De révéler le personnage, de le faire vivre, de le faire connaître.
Oui, alors vous êtes bien renseigné, bien documenté sur les mœurs politiques, les mœurs de l'espionnage anglais, mais également sur l'Irlande, on a vu, mais vous avez des paysages formidables, l'Irlande. Ah oui, c'est vrai que les Aran Islands, notamment, les îles d'Aran en français, sont vraiment magnifiques de toute façon. Donc c'est un décor très très isolé en plus, donc il se prête bien justement au dépouillement même spirituel dont certains personnages sont malheureusement impliqués, dans le sens où ils n'ont plus de repères. Ils se recherchent et c'est un pays où on part à la recherche de soi-même très souvent, l'Irlande. Bon, j'ai envie pour conclure de lire la toute dernière... Deux derniers paragraphes pour montrer que c'est vos beaux paysages. Je crois que ça déflore pas l'intrigue. Pas du tout. Pas du tout, la fin, non. La fin, non. Reste énigmatique. Elle sombra dans un profond, un immense sommeil. Avant de gagner les ténèbres, une brève lumière l'éblouit. Elle se vit, paumes alanguies, toute droite dans l'eau calme, flottant entre les vagues auprès des autres enfants, endormis, reposant autour d'elle. Ils étaient là au creux des vagues, blottis comme sur le sein de leur mère. Et elle aperçut Lorcan qui tendait la main vers elle. Son regard bleu rayonnait dans le cœur infini de l'océan, et son corps semblait sculpté par les gouttes de pluie qui, parfois au printemps, effleurent la surface du ciel. Voilà quelque chose de très beau et qui... C'est une très belle fin. C'est une très belle fin. C'est une fin en beauté. Une fin en beauté, voilà. Et en même temps, qui n'a pratiquement pas de rapport avec l'intrigue, c'est vraiment ça transcende l'intrigue, quasiment. C'est un passage en fait de témoin entre deux époques. Voilà. Le passé et le présent, et le présent qui rejoint le passé symboliquement en fait. Et qui le dépasse. Et oui. Qui l'élève dans une lumière. Il y a une lumière qui est extraordinaire dans cette finale. Il y a une lumière. Absolument, il y a une lumière, et on va remercier Laurence Fontaine de nous avoir apporté cette lumière. Voilà.